Une question fréquente sur les attaques nucléaires au Japon, qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale, porte sur le choix étonnant de leur emplacement par l'armée de l'air. Pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué deux villes aussi éloignées de la capitale nippone, qui n'étaient même pas importantes pour l'Empire du Japon? Ces villes étaient petites, avec peu d'industrie militaire et sans objectifs militaires majeurs. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas attaqué directement la capitale pour éliminer l'ennemi une fois pour toutes? Pourquoi Hiroshima et Nagasaki, et non des villes plus importantes? Dans cette vidéo, nous parlerons de l'une des opérations de bombardement les plus infâmes et importantes de l'histoire, afin de répondre à ces questions si intéressantes. Pour en parler, nous devons remonter à mai 1945. L'Empire allemand était finalement tombé, après un effort de guerre qui avait impliqué les plus grandes puissances de l'époque. Cependant, la paix n'était pas encore conclue. L'Empire du Japon était toujours debout et résilient, et cela représentait une véritable aubaine pour ceux impliqués dans le projet Manhattan, le projet qui allait donner naissance à la première bombe atomique de l'histoire. Dès mai 1945, ils avaient réussi les essais nucléaires. Cependant, l'arme, que l'on pensait à l'époque mettre fin à la guerre en Europe, n'a pas été nécessaire. Car, de manière traditionnelle, on a pu rapidement vaincre les Allemands. Mais la bombe atomique avait encore une chance d'être utilisée, seulement pas là où ses concepteurs l'avaient imaginé. Entre avril et juin 1945, les États-Unis allaient mener leur plus grand débarquement dans le Pacifique. Ils le savent, ils le savent. 82 jours de combats extrêmement brutaux s'y sont déroulés. Le nombre total de victimes a dépassé le quart de million de personnes. L'objectif de l'opération Typhon d'acier était initialement de prendre le territoire le plus proche de l'île du Japon, pour l'utiliser comme base d'opération pour la future opération Downfall, la conquête de l'île du Japon, puisqu'elle n'était qu'à 550 km du Japon. Et elle était à portée pour que les bombardiers opèrent pratiquement sans résistance, alors que les préparatifs pour l'opération Downfall étaient en cours. Les États-Unis envisageaient-ils réellement d'autres alternatives, plus abordables et viables, pour la prise de l'île du Japon? Lors de l'opération Typhon, sur les 144 000 hommes qui ont combattu pour le Japon, 105 000 sont tombés au combat. La doctrine militaire particulière du Japon poussait les Japonais à refuser de se rendre. Et, au contraire, lorsqu'ils se retrouvaient encerclés, ils combattaient jusqu'au bout, jusqu'au dernier homme. Qu'en est-il des tactiques de kamikaze et autres stratégies désespérées japonaises? Les généraux japonais avaient démontré que n'importe quel prix était acceptable pour éviter la reddition. C'est pourquoi la prise de l'île du Japon allait être une bataille extrêmement brutale, nécessitant un effort de guerre gigantesque, qui allait même être bien supérieur à ce qui avait été vu en Europe. C'est pourquoi certains généraux ont estimé que l'utilisation de la bombe atomique était l'option la plus viable, offrant un pourcentage de réussite extrêmement élevé. Les plans pour l'utilisation de la bombe ont été élaborés dès le début de l'opération Typhon d'acier, du 10 au 11 mai 1945. Un comité incluant Robin Oppenheimer a été créé pour choisir la cible des armes nucléaires. Les critères principaux exigeaient que la zone attaquée soit urbaine et densément peuplée. La zone devait souvent être stratégiquement importante, et plusieurs options ont été étudiées. Robin Oppenheimer lui-même a recommandé Hiroshima, Kyoto et Yokohama comme les cibles les plus probables. D'autres membres du comité ont également proposé d'autres objectifs. Au début, la liste était longue, avec un total de 17 cibles parmi lesquelles figurèrent des objectifs d'une grande importance culturelle pour le Japon, comme Kyoto. À la fin, le comité n'a retenu que 4 cibles. Hiroshima, Kura, Niigata et Nagasaki, éliminant définitivement des villes comme Kyoto et Tokyo de la liste. Pourquoi ces villes ont-elles été éliminées? Même si elles remplissaient les critères évoqués précédemment, c'est essentiellement du simple bon sens. En Allemagne, les défenses anti-aériennes étaient fortes, très très fortes. À cause de cela, la plupart des opérations de bombardement se faisaient à moyenne et haute altitude. Ce qui faisait que, bien souvent, les bombes tombaient un peu plus loin que prévu. À des kilomètres, même. Au moins un tiers des bombes larguées par les bombardiers tombèrent dans un rayon de 370 mètres de la cible, et beaucoup d'entre elles finissèrent encore plus loin que ce seuil. On estimait que seulement 16% des bombes touchèrent la cible. Un seul bombardier était donc peu efficace. Et il fallait utiliser des dizaines de ces appareils pour bombarder de grands complexes industriels, et même des centaines pour des opérations de bombardement à grande échelle. Maintenant, si tu y réfléchis un peu,
Si la cible du bombardement était entourée d'une ville, ce qui était le plus courant, tu peux déjà imaginer ce qui arriverait à cette ville. Comme dit dans la vidéo, il existait des contre-mesures au système anti-aérien allemand. La survie des bombardiers au milieu de la Seconde Guerre mondiale était assez faible, et vraiment, faire partie de l'équipage d'un bombardier était l'un des métiers les plus dangereux qui existaient à cette époque. Ainsi, pour augmenter la survie des bombardiers, beaucoup de ces opérations ont été menées de nuit, ce qui a considérablement augmenté la survie des bombardiers. Mais cela a encore diminué leur précision. Tout cela explique pourquoi les villes allemandes ont été tellement dévastées après la fin du conflit. Pourquoi les pertes civiles ont-elles été si élevées? Et cela n'était pas un problème pour les Alliés. En fait, c'était bénéfique pour l'effort de guerre. Destruction accrue, et plus important encore, pertes civiles. Cela réduisait énormément le moral, tant des soldats ennemis que de la population civile, et les rendait plus enclins à se rendre. Ainsi, un grave problème de réfugiés sans abri était créé, réduisant les ressources de la nation attaquée. Cela peut sembler un peu triste, mais c'était la mentalité stratégique de l'époque. Et pas seulement les Alliés, les Allemands l'ont aussi fait en Pologne et à Londres. Cette stratégie consistant à réduire des villes entières en ruines, afin d'affaiblir à la fois l'esprit et l'infrastructure de l'ennemi, a également été appliquée au Japon. Depuis la fin de 1944, les États-Unis ont systématiquement bombardé les villes les plus importantes du Japon, utilisant des bombes conventionnelles, notamment sur les zones résidentielles. Une bombe incendiaire relativement nouvelle à cette époque, le napalm, qui deviendra crucial pendant la guerre froide. Le Japon était un paradis pour les bombes incendiaires. Les maisons étaient généralement faites de bois et de papier, ce qui faisait que les bombardements touchaient généralement toute la ville. Cible en raison des incendies. L'industrie japonaise n'étant pas centralisée dans de grandes villes comme en Allemagne, les attaques touchaient aussi d'autres villes japonaises. Peu importe leur population ou leur taille, cela provoquait une grande dévastation générale dans toute la nation. Le plus grand bombardement effectué par les États-Unis a eu lieu précisément à Tokyo. Une attaque massive de B-29 Super Fortress et d'autres avions a frappé Tokyo en mars 1945. Lors de l'attaque, des bombes de toutes sortes ont été utilisées, et la ville a pratiquement été entièrement dévastée. Plus de 100 000 personnes ont péri ce jour-là, le plus grand nombre de morts lors d'un même bombardement dans l'histoire. En mai 1945, les États-Unis avaient bombardé 67 villes japonaises, dont les plus importantes, comme Osaka, Fukushima et Nagoya, partiellement endommagées. Et des villes comme Fukuyama, Toyama et Tokushima avaient, en gros, été effacées de la carte pour toujours. Quand, exactement? Le comité de sélection des cibles pour la bombe atomique s'est réuni le 11 mai. Tokyo n'existait pratiquement plus. Toutes les infrastructures majeures, usines et zones urbaines avaient été détruites ou endommagées. Suffisamment pour qu'il ne soit pas utile d'y lancer des bombes atomiques. C'était pareil dans des villes importantes comme Osaka ou Yokohama. En gros, il ne restait plus que des petites et moyennes villes qui étaient encore intactes, puisqu'elles n'avaient aucune infrastructure importante. Des villes comme Hiroshima, Kura, Niigata et Nagasaki faisaient partie des rares qui répondaient aux critères et étaient intactes lorsque la date de l'opération approchait. Et même à la fin du mois de mai, le comité de détermination des objectifs. Il a dû supplier l'armée de l'air américaine d'arrêter de bombarder les villes, parce qu'en gros, ils étaient en train de manquer de cibles pour la bombe atomique. Voilà, c'est tout. Les États-Unis n'ont pas utilisé Little Boy et Fat Man sur Tokyo, car la ville, comme la plupart des autres au Japon, était déjà presque entièrement détruite. Cela rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait vraiment aucun gentil dans l'histoire. Il n'y avait que ceux qui étaient mauvais. Et ceux qui l'étaient encore plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.